Bonjour et bienvenue dans le premier réseau de manufacturiers collaboratives et solidaires de France. Bonjour Nicolas et merci de m'accueillir dans ce magnifique lieu qu'est ici Montreuil. Alors Nicolas, tu n'es pas artisan, tu es le premier que j'interviewe qui n'est pas artisan, mais tu œuvres pour eux. Avec ta femme Christine, tu as créé un concept qui pour moi est le futur de l'artisanat. C'est un réseau de manufactures collaboratives et solidaires, donc comme tu viens de nous l'expliquer. Le premier a donc été ici Montreuil, là où on se trouve, mais tu as également ouvert ici Marseille, ici The Camp, qui se trouve à Aix-en-Provence, et ici Nantes. J'ai déjà interviewé Alice Marais et Julien Goffinet, qui nous ont déjà parlé de ce qu'est être résident ici Montreuil, et je crois comprendre que c'est une belle réussite, donc félicitations. Avant de créer Make Ici, tu as passé 17 ans dans le conseil stratégique en communication et marketing en agence pour des grandes marques. Du coup, j'imagine que tu vois venir ma question. Qu'est-ce qui vous a poussé, Christine et toi, à changer d'univers et à créer ici Montreuil ? Alors effectivement, on a un passé. Ce qui nous a poussé à changer, c'est que je pense qu'on avait fait le tour de nos métiers et univers respectifs. On n'avait pas forcément envie de changer, mais à un moment, on a eu l'idée d'ici Montreuil, en fait, la première qu'on a ouverte à Montreuil. Et en fait, quand on a eu l'idée, on s'est dit, tiens, on a senti au fond de nous et au fond de nos tripes qu'il fallait qu'on se lance, en fait. C'est comme ça qu'on a changé. En fait, c'est parce qu'on a trouvé ce projet de vie et professionnel qu'on s'est dit, il faut y aller, et que du coup, on a quitté les univers et les métiers qu'on voulait quitter. Et qu'est-ce qui vous a amené vers l'artisanat ? Alors, ce qui nous a amené vers l'artisanat, en fait, c'est on habite Montreuil depuis début des années 2000. Et en fait, on a Montreuil, c'est la ville de France où il y a le plus d'artisans et d'artistes au mètre carré, ou en pourcentage de la population active. Je savais pas ça. Ouais, c'est une ville, en fait, qui, on va dire au 19e siècle, fin du 19e siècle, en fait, a vu les usines qui étaient dans Paris être déplacées vers la première couronne et notamment vers Montreuil, au moment où Baron Haussmann redimensionnait Paris, on va dire. Et donc il y avait à un moment à Montreuil, fin du 19e siècle, il y avait les plus grosses usines de transformation du bois, de fabrication de poupées, de transformation de peaux et de fabrication, par exemple, de blousons en cuir au monde. Ah oui. C'était un truc de dingue. C'est par exemple une usine qui s'appelle Chapal, qui avait une filiale à Brooklyn, qui a inventé le blouson d'aviateur là, en peau de mouton, par exemple. Il y avait les poupées Jep qui étaient construites à Montreuil, qui étaient confectionnées à Montreuil. Donc il y avait beaucoup d'usines à Montreuil, et au même moment, donc usines, ouvriers, artisans, et au même moment, en fait, il y a les frères Pathé qui ont décidé d'ouvrir le premier studio de cinéma au monde à Montreuil. À Montreuil, donc fin du 19e siècle. Ce qui fait que ça a amené une population, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les intermittents du spectacle, mais pas simplement, mais aussi de savoir-faire, en fait, pour fabriquer les décors, les costumes des films d'époque qui étaient tournés dans les studios. Et en plus des frères Pathé, il y a Méliès qui s'est installé à Montreuil et qui avait ses studios comme Georges Méliès, en fait. Il était dans les effets spéciaux. Alors là, il a ramené encore, en plus des artisans, des magiciens, des professionnels de l'illusion. Donc du coup, ça a créé un écosystème d'artisans, d'artistes, décorateurs à Montreuil, qui travaillaient à Montreuil, et quand les usines ont fermé au début dans la première moitié du XXe siècle, on va dire, en fait, elles ont été investies par tous ces artisans et artistes qui en ont fait des lofts, qui en ont fait des ateliers d'artistes. Donc ce qui fait que c'est une ville hyper créative. Et donc nous, habitant Montreuil, on a toujours côtoyé des artistes, des artisans. Certains sont devenus des amis, donc au fil du temps, on s'est aperçu, en fait, qu'ils avaient certains besoins, notamment qu'ils avaient besoin d'avoir accès à des machines, d'avoir accès à
qui peuvent pas se payer, des machines numériques notamment. On s'est aperçu aussi qu'ils avaient besoin d'avoir de se faciliter leur écosystème parce que en fait, ça a toujours été des populations qui travaillent avec plein d'univers différents. Les artisans ont toujours travaillé avec des designers, par exemple, ou avec des architectes, ou avec des artistes, mais souvent pas, ils sont pas les uns à côté des autres, ils sont plus dans des villes différentes, et donc ils perdent un temps fou sur des projets comment dire, en transport, en distance. Et en fait, on s'est aussi aperçu que c'était des entrepreneurs, voilà, qui montaient des boîtes. Et en fait, en début 2010-2011, on va dire, qu'on imaginait le concept d'ici Montreuil, on s'est dit pourquoi les artisans, les designers, ce qu'on appelle nous les entrepreneurs du fer, les FIRE, ne seraient pas considérés comme des entrepreneurs comme les autres. Pourquoi on ne pourrait pas les aider sur leurs investissements, sur leurs besoins d'accompagnement, sur le conseil en marketing, sur la mise à disposition d'un écosystème. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ils ont besoin de machines, ils ont besoin d'une communauté, ils ont besoin de conseils, il faut le mettre dans un seul lieu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'ici Montreuil. C'est incroyable. Je pense qu'on partage vraiment la même vision de l'artisan est un entrepreneur qui n'est pas considéré comme entrepreneur. On le voit plus comme un artiste, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que après, ça vient aussi d'eux, hein. C'est-à-dire que souvent, ils aiment, on va dire l'ancienne génération, on va dire, plutôt que la nouvelle, mais certains se voient pas comme des entrepreneurs, en fait. Ils veulent pas gérer, ils veulent pas se développer, ils veulent travailler seuls et avoir des clients, mais un pool de clients. Donc ça vient aussi d'eux. Et pas facile de se voir comme un entrepreneur parce que ça demande il faut fabriquer, il faut concevoir, mais il faut aller se chercher, il faut se développer. Et souvent, ça, ils aiment pas, quoi. Oui, les parties gestion d'entreprise, en fait. Ouais. Commercial, marketing, communication, administratif. Ouais, nous, c'était c'était pas une réaction, mais en fait, à l'origine d'Ici Montreuil, en plus du concept, il y avait trois croyances qui sont toujours les mêmes, hein. C'est que on était parents depuis pas très longtemps, et donc on voulait surtout pas que notre fils vive dans un monde que numérique, et pas dans un monde où on lui explique que un monde entrepreneurial où on lui explique que l'ambition, c'est de lever des fonds plutôt que de faire du chiffre d'affaires. Donc il y avait une réaction, pas anti-startup, mais en tout cas anti-monde de startup, anti-French Tech, on va dire ça comme ça, qui n'est pas un monde, qui n'est pas notre univers. Deuxième, c'est que il faut pas oublier que la France à un moment était le pays le plus innovant au monde, et que Paris a été considéré comme la capitale la plus innovante du monde, entre les deux guerres principalement, parce que c'était le moment où à Paris, il y avait les plus grands artistes, artisans et créatifs du monde qui vivaient à Paris. Et à ce moment-là, il y avait des lieux collectifs, dont notamment deux très connus. Le premier qui était le bateau Lavoir à Montmartre, et le deuxième la Ruche à Montparnasse. Et en fait, c'est ces lieux-là qui nous ont inspirés. Par exemple, le bateau Lavoir était quand même occupé par Picasso, entre autres, Modigliani, des gens comme ça, quoi. Et en fait, quand on retrouve des documents ou des témoignages, ils disent que quand ils étaient au bateau à voir, c'est à ce moment-là qu'ils ont été toujours le plus créatifs et les plus créatifs et le plus d'énergie, quand ils étaient des lieux avec d'autres. Et en fait, Paris était, il y avait les écrivains aussi qui étaient là, parce qu'en fait, comme il y avait la prohibition aux États-Unis, en fait, les artistes et les intellectuels américains fuyaient les États-Unis, et aussi les mécènes et investisseurs vivaient en grande partie à Paris. Donc il y avait de l'argent et des créatifs et des gens qui voulaient les aider. Et donc nous, on s'est dit, voilà, il faut un lieu où on puisse créer et produire, mais qui soit considéré comme un lieu d'innovation, mais où l'innovation ne démarre pas à cause de machines ou grâce à des machines, mais par des savoir-faire humains, artistiques, créatifs et design. Donc c'était placer les artisans et designers au cœur des processus d'innovation. Et donc ça, c'était la deuxième croyance. Et la troisième, c'est en fait la France, déjà il y a 10 ans et encore aujourd'hui, est le numéro 1 mondial pour les savoir-faire, les métiers de l'artisanat d'art, les métiers du luxe,
on a les plus grandes écoles de design et parmi les plus grandes écoles d'art au monde. Alors pourquoi ne pas se baser sur ce qu'on sait bien faire et pourquoi vouloir absolument s'inspirer de la Silicon Valley? Voilà, c'était ça. C'était de partir de ce que la France maîtrise et pour pouvoir développer un écosystème à la française, quoi. En fait, des lieux d'innovation à la française. Voilà, c'est ça un peu ce qu'on voulait faire. Et du coup, j'en viens à aborder le thème du business model parce que le business model de Make Ici, c'est pas uniquement de proposer un lieu collaboratif à ceux qui créent, mais vous avez développé différentes activités en parallèle qui me semblent aussi intéressantes à soulever, justement dont on parlait. La première, ce sont les formations. Et j'insiste sur le mot formation parce qu'on voit le développement de ce qu'on appelle les ateliers. Et ça, c'est pas des ateliers, c'est vraiment des formations qui ont pour objectif de former un futur artisan ou un artiste. C'est ça. La deuxième, c'est la possibilité de réaliser son projet d'aménagement de bout en bout en faisant appel à toute la communauté Make Ici, qui est, comme tu l'expliques justement, une communauté hyper complémentaire. Et le troisième, c'est le programme d'accompagnement que vous avez appelé Coup de main, pensé pour les entrepreneurs du fer, comme tu le dis si bien, qui ont besoin à la fois de conseils professionnels experts de leur univers, parce que on a beau dire, mais il faut connaître le monde de l'artisanat, du design, etc., pour les accompagner au mieux. Comprendre comment ils fonctionnent aussi, parce que tu vois, tu disais, ils se tapent de l'urticaire quand il s'agit de gérer une entreprise parfois. Donc il faut aussi savoir les comprendre et les accompagner au mieux pour. Il y en a certains qui disent je veux pas devenir chef d'entreprise. Et je pense que c'est aussi à accepter. Ils n'ont pas forcément pour objectif d'avoir une entreprise avec 10 salariés. Et donc ce fameux programme Coup de main, donc c'est à la fois, comme je disais, des conseils de professionnels d'experts de leur univers, pour bien penser leur modèle économique, qui pour moi est essentiel, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question. Et il y a aussi savoir trouver les bons financements et aussi disposer des artisans, des designers et des machines, donc comme tu l'expliquais, des ateliers pour concevoir et prototyper les produits, ce qui, encore une fois, est vraiment... Enfin, c'est trop bien d'avoir tout au même endroit. Et moi, je trouve ça incroyable. Et donc, ma question, c'est est-ce que l'accumulation de tous ces modèles économiques qui, comme je dis, selon moi, offrent à l'artisanat un futur plus qu'optimiste, beaucoup plus optimiste, permet à Make Ici d'être rentable? Alors, on va dire qu'il y a, il y a deux réponses. En fait, pour en ouvrir d'autres, on a attendu que Ici Montaille soit viable et génère des résultats. Donc en fait, on a mis 4-5 ans en fait à caler le modèle économique. On a failli fermer au bout de 4 mois parce que moi je m'étais planté c'est moi qui avais fait le business plan, on va dire, et les besoins en financement, donc je m'étais un peu vautré. Donc on a fait, puis il y a un financeur qui nous a planté au début, donc on a failli fermer au bout de 4 mois, mais au bout de 2 ans, on était à l'équilibre. Et la troisième année, on générait du résultat, on va dire. Et pour une entreprise, 2 ans à l'équilibre, c'est super bien. Oui, c'était pas. Mais parce qu'on a eu de la chance d'avoir. En fait, dès le début, on a eu de la chance d'avoir des grandes entreprises, en fait, ou des personnes plutôt dans des grandes entreprises qui se sont dit, se sont dit bah, je vais travailler avec vous pour innover. Donc, on a eu par exemple Nike qui, pendant 3 mois, a transformé la galerie en skatepark. Donc, on a fait bosser les artisans d'Ici Montreuil pour fabriquer le skatepark. Puis, ils ont invité plein de monde. Donc, quand tu as Nike dans ta galerie qui organise des événements, bah, tu deviens hyper cool, quoi. Ici Montreuil. Ouais, dans la galerie Ok. d'art ouais, d'ici Montreuil, c'est devenu un skatepark pendant 3 mois. Ah ouais, trop bien. On a bossé avec la Société Générale, avec des boîtes comme Google et d'autres, en fait, qui nous ont confié des projets d'innovation. Et du coup, ça permet de générer des revenus quand même assez intéressants. Ça a été possible parce que tu avais du réseau de base, non? En fait, j'avais du réseau de base, mais en fait, ils sont pas venus par mon réseau, en fait. Ah ouais? Non. Ils vous ont découvert comment? Bah, en fait, il y a eu quand on a créé ou quand on a imaginé Ici Montreuil, en fait, on a eu des articles
Il y a eu des retombées et des gens nous ont découvert comme ça, quoi. Je me souviens toujours que la responsable d'innovation de la Société Générale, par exemple, elle m'a envoyé un mail un jour en me disant voilà, j'ai découvert ici Montreuil, il faut qu'on se voit parce que je pense que vous pouvez nous aider à imaginer des nouveaux services. Ah bon, Société Générale. Bref, puis donc ça s'est passé. En fait, on a eu des rencontres, on a eu de la chance d'avoir des. Après, il y a des résidents. En fait, comme c'est un lieu collectif, il y a des résidents qui ont comment dire, un réseau, qui ont des amis, des partenaires et qui les invitaient à venir. Il y en a qui ont découvert comme ça. On a un de nos actionnaires, Jacques, en fait, qui est un entrepreneur qui a réussi, en fait, qui avait commandé une œuvre d'art à un des artistes. Et il est venu, il lui a dit, écoute, moi, j'ai complètement flashé. Si jamais ils ont besoin d'aide, contacte-moi. Et en fait, quand on a fermé au bout de 4 mois, là, que je m'étais planté sur le plan de financement, bah, du coup, c'est Jacques qui a investi et qui nous a aidé à nous en sortir, quoi, au départ. Nous, on crée, mais que c'est un écosystème avec voilà, avec une communauté qui a un réseau, et en fait, c'est ce réseau qui vient et qui aide à la fois la structure. Nous, on aide les résidents, mais les résidents aident aussi la structure à se développer. Et donc, pour continuer sur ta question, en fait, on a attendu que ici Montreuil-Soivable pour développer d'autres lieux. Mais en fait, comme il faut, pour ouvrir d'autres manufactures, mais comme il faut entre 2 et 3 ans pour être viable, on va dire comme on en lance chaque année, on va dire qu'aujourd'hui, au global, des lieux sont viables, mais la structure au global n'est pas viable. Bah, on n'est pas en bénéfice, comme on réinvestit chaque année et qu'il y a des lieux qui ouvrent, donc il y a des gros investissements. Donc en fait, il faut qu'on va retrouver l'équilibre dans 2 ans, on va dire. Deux ans, entre 2 ans et 3 ans, parce que l'année 2020 aussi, avec les confinements, la Oui. crise sanitaire, fait que on perd entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires, nous, en 2020 quand même. Mais pour décrire le modèle économique, si tu veux que je le décrive un peu, en fait, on a trois sources de revenus. La première, en fait, c'est les résidents qui payent un abonnement mensuel pour disposer d'un atelier, de machines, de rangement, d'internet, du café, de chauffage, de services. Donc ils payent un abonnement un peu comme dans un espace de coworking ou comme dans un club de sport. Et ça, c'est un abonnement mensuel qui est en fonction des différentes manufactures, qui est entre 300 et 400 euros hors taxe par mois. C'est plus que raisonnable. Oui, alors ça paraît, comment dire, c'est un montant pas négligeable quand même quand on se lance. En fait, quand on additionne, ils ont un atelier, ils ont un rangement, ils ont un parc machine pour le travail du bois, du métal, du textile, du cuir, une fraiseuse CNC, des découpes laser, des imprimantes 3D, thermoformeuses. Bientôt, à Paris, on va avoir une découpe jet d'eau, une imprimante UV. Enfin, donc, comment dire, il y a quand même pour plusieurs centaines, quoi. Il y a entre 150 et 200 000 euros de matériel par site. Plus le café, plus le wifi, effectivement, c'est plus que raisonnable. Hein. Mais surtout, enfin, je dis ça surtout comparé à quand on a un local. Alors, je pense surtout aux Parisiens parce que les locaux sont super chers, mais quand on a un local pignon sur rue dans Paris, c'est pas 300-400 Oui. euros. C'est 1000 euros par mois. Et à Marseille, maintenant, et en fait, dans les autres manufactures, on va aussi avoir un camion, donc un 12 ou 14 mètres cubes, en fait, qui sera à disposition des résidents sans coût. C'est inclus dans l'abonnement. Ah, c'est Donc, trop bien ça. donc en fait, si on facturait l'abonnement au prix normal, c'est pas 400 euros. Non. Au prix des investissements, c'est entre 1000 et 1500 euros par mois, normalement. Oui. Voilà. Mais donc, du coup, donc on a décidé, nous, de le commercialiser en dessous des frais pour permettre à un maximum de se lancer et d'en profiter, on va dire. Donc, ce qui fait qu'on a dû développer 2 autres sources de revenus complémentaires qui permettent d'atteindre la viabilité, de couvrir les charges fixes de fonctionnement d'un site et aussi les frais de l'équipe qui coordonne l'ensemble du réseau. Donc, tu en as parlé, il y en a 2 autres. Il y a l'activité de formation. Donc, effectivement, on est organisme de formation. On a les labels de qualité des organismes de formation. Et on développe 3 types de formation. Donc, un premier type qui est des modules de montée en compétences d'une semaine, finançables par le CPF. Donc, on en a une vingtaine.
entrepreneuriat, marketing, mais on a aussi impression 3D, CNC. CNC? Ouais, la CNC, donc c'est la fraiseuse, c'est une défonceuse numérique qui permet de faire des trous, de creuser ou de découper des panneaux de bois, par exemple. Donc c'est des montées d'une semaine en fait que les personnes ou les artisans ou les designers indépendants peuvent financer avec leur CPF ou avec leur budget de formation annuel, parce que c'est un montant. Elle coûte plus ou moins 1 200 € la semaine. En fait, c'est plus ou moins l'équivalent du budget formation d'un indépendant chaque année. En fait, il y a beaucoup d'artisans, de designers et autres qui ne savent pas qu'ils cotisent et qu'ils ont un budget formation. C'est-à-dire que tous les ans, ils ont entre 1000 et 1500 €. Il y en a 95% qui ne l'utilisent pas, hein. Parce qu'ils ne l'utilisaient pas, parce qu'il n'y avait pas les formations pour. Donc nous, on a inventé les formations qu'il faut. Donc ça, c'est premier. Donc on a Et parce que c'est pas parce que ça a évolué aussi. Je crois que les DIF, les droits individuels à la formation, ils n'y avaient pas le droit, ils cotisaient pas. Mais le compte personnel de formation, la réforme leur permet, ils cotisent automatiquement. Je crois qu'il y a de ça Bah, aussi. en fait, il y a deux choses. Tu as le CPF, c'est des droits que tu accumules en étant salarié, on va dire ça comme ça. Ouais. Ou en fonction du statut, tu peux être indépendant et cotiser aussi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais tu as aussi, quand tu as un numéro de SIRET, en fait, dans tes charges annuelles, bah, tu finances en fait un budget formation. Un auto-entrepreneur, il a un budget formation de 1000 à 1500 € par an, Ouais. par exemple, qui n'est pas un CPF, hein, qui est autre chose. Ah bon, je savais Ouais. pas. Ok. Donc, ça, c'est le premier type de formation. Donc, on a pour l'instant, on a un module d'une semaine par mois, par site. Mais on va aller vers plus ou moins 2 par an, par mois et par site. D'accord. Il y a quelque chose d'important, c'est que les formations sont délivrées par le staff et par des résidents. Ça permet bah, les résidents sont payés pour, hein. Donc ils génèrent des revenus réguliers en étant profs et formateurs dans nos manufactures. Deuxième type de formation, en fait, c'est des formations longues qui sont des programmes de 2 à 4 mois, en fait, de formation, en fait, qu'on monte avec des collectivités ou des partenaires, en fait, pour faire monter en compétence des publics en difficulté, demandeurs d'emploi notamment. Donc c'est de la reconversion principalement, de la reconversion vers les métiers de l'artisanat. Mais c'est pas des formations qui permettent d'être artisan, parce qu'on ne délivre pas des diplômes. Il y a l'école Boulle, il y a l'AFPA, le Greta et autres qui sont très bien pour ça. Et nous, c'est plutôt des métiers qui maîtrisent des savoir-faire de fabrication et entrepreneuriat. D'accord. Voilà, donc on en a une qui s'appelle Entrepreneur Maker, et une autre qui est donc dans les métiers de l'artisanat et des métiers d'art, on va dire, et une autre qui est créative techno, donc qui est plus design et objets connectés. Donc c'est en fait c'est en complément potentiellement avec une formation qu'on peut faire chez Boulle. Ouais, ou alors aujourd'hui, nous, on en a qui veulent être artisans et d'autres qui veulent juste créer des marques artisanales de mobilier, de déco, de style, de mode, et qui veulent pas maîtriser toutes les techniques de Mais fabrication, les comprendre. qui veulent les comprendre, être capables de les maqueter et de faire des protos pour créer des marques ou des entreprises. Ok. Et certains commencent par nos formations et après se disent: ah, je vais passer un CAP d'ébénisterie à Boulle ou ailleurs, par exemple. Ça arrive, Oui. complément. Donc, donc ces formations-là, en fait, elles sont offertes parce que, en fait, quand elles sont offertes, elles sont gratuites pour l'apprenant, parce que, en fait, c'est pour des demandeurs d'emploi, et on répond à des appels à projets de collectivités qui nous disent: voilà, nous, cette année, on veut former, je sais pas, 500 personnes au métier de la fabrication numérique, par exemple. Et donc, du coup, on finance 50% des formations. Et donc, le reste des formations, du financement est complété par Pôle emploi, des entreprises qui embauchent, par exemple, des fondations. Et nous, un peu sur nos fonds propres. Et effectivement, le troisième type de formation, c'est tout ce que tu as cité, c'est notamment un peu coup de main, qui est un programme d'accompagnement, qui est en fait un groupe de modules, en fait, entrepreneurial, monter une boîte artisanale, mieux communiquer, définir son business plan. Donc ces formations, en fait, cette activité formation, ça représente 30 à 40% de nos revenus. Oui, c'est pas négligeable. Non, c'est même au cœur du. En fait, nos manufactures doivent. En fait, nous, ce qu'on veut créer, c'est le parcours complet, hein.
On se reconvertit grâce à nos formations, on se lance grâce au lieu et on se développe grâce à l'apport d'affaires qu'on peut générer, nous, via nos résidents ou que nos résidents se génèrent entre eux. Donc, je ne sais pas si Alice et Julien que tu as interviewé en ont parlé, mais en fait, entre eux, le fait d'être dans un même lieu, en fait, ils se sous-traitent des missions et des projets. Donc, en fait, voilà, ils s'apportent du chiffre d'affaires entre eux, donc ça facilite leur activité. Nous aussi, on en apporte parce qu'il y a à peu près 30% de nos revenus qui viennent de projets de conception et de fabrication qui nous sont confiés par des structures extérieures. Donc, on a 2 types de projets. On a des projets d'aménagement intérieur, donc aménagement de bureaux, de boutiques, de commerces, qui nous sont confiés soit par des architectes, soit par des entrepreneurs en direct. Et donc là, c'est le staff de Mec Ici qui pilote et qui constitue une équipe de résidents qu'on rémunère pour réaliser les projets. Et donc ça, dans tous nos sites, on a des projets. Et là, on commence à passer des accords avec des promoteurs en fait immobiliers. Donc on va générer de plus en plus d'apports d'affaires pour ceux qui en ont besoin et qui en ont envie. Et deuxième type de projet de conception et de fabrication qu'on génère, en fait, on travaille avec des services innovation de grands groupes pour fabriquer des prototypes ou avec des galeries d'art en fait pour fabriquer des œuvres d'art pour des artistes qui n'ont pas les compétences. Et en fait, ça c'est assez intéressant parce que par exemple à ici Marseille, en ce moment, on travaille pour Airbus Hélicoptère. Et en fait, on fabrique des structures en métal qui simulent des cockpits d'hélicoptères. Et en fait, c'est des artisans, c'est des serruriers, des ferronniers qui les fabriquent. Donc, on connecte des artisans d'art avec des services innovation de grands groupes. La question qui me vient là, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a plein de gens qui n'imaginent pas tout ce qu'on peut faire avec l'artisanat. Et ça marche aussi avec les entreprises qui, notamment pour les prototypes, n'imaginent pas qu'elles peuvent prototyper avec des artisans. Est-ce que c'est toi qui allais les voir et qui leur a dit « Regardez, potentiellement on pourrait faire ça pour vous » ou c'est elles qui ont eu l'idée de venir te voir? C'est elles. Ce qui est important, c'est que nos lieux sont grands. C'est-à-dire que ici Montreuil, ça fait 1800 mètres carrés. Ici Marseille, ça fait 3500 mètres carrés. Donc c'est des sites qui font entre 2000 et 4000 mètres carrés. Donc ils sont grands et visibles. Donc quand on ouvre dans une ville, comme on a un écosystème, en fait, le bouche à oreille se fait assez vite. On a beaucoup de retombées, on a des journalistes, des articles. Ce qui fait qu'on est très sollicité pour des visites. Et c'est en découvrant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est en venant qu'ils découvrent tous les savoir-faire et qui découvrent les projets et qui disent bah ouais, mais j'y avais pas pensé, mais effectivement, mon cockpit d'hélicoptère, ma structure, plutôt que la faire en Chine, dans une usine, bah effectivement, des ferronniers d'ici Marseille, des serruriers d'ici Marseille peuvent la fabriquer. C'est génial. Et les artisans aiment, bien parce que en fait, il faut se creuser la tête. C'est des pièces uniques ou des toutes petites séries. Il y a du prototypage à imaginer, donc puis c'est souvent bien rémunéré par rapport à leurs autres projets. Donc, C'est l'avenir de faire travailler les grands groupes comme ça qui n'imaginent pas tout ce qu'on peut faire avec l'artisanat. L'artisanat, c'est pas que de la déco. Enfin, nous, on a une thématique artisanat d'art, mais on a décloisonné, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu créer des lieux où il n'y a que des artisans d'art. Nous, on s'est dit dès le début, il faut créer une communauté où il y a des artisans d'art, c'est les 2 tiers. Mais l'autre tiers, c'est des designers, des pros de la fabrication numérique, des ingénieurs, et un écosystème de grands groupes et autres, de collectivités. Il n'y a aucune cloison, nous, tout est pour eux. C'est des gens qui ont les besoins les uns des autres. Et donc, les grands groupes avec lesquels on bosse, en fait, c'est pas un grand groupe, c'est quelqu'un chez Airbus, par contre, qui valorise et qui a de l'empathie pour les artisans et les savoir-faire artisanaux, pardon. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens en France qui les valorisent et qui comprennent comment utiliser les savoir-faire des artisans d'art et des artisans d'art, sauf que faut les trouver. Quand on n'est pas dans ce milieu, qu'on ne connaît pas des artisans d'art, c'est compliqué de les trouver. Parce qu'ils sont souvent dans des ateliers, ils sont de moins en moins dans les grandes villes, ils sont de plus en plus en première couronne ou sur les territoires, donc ils sont loin des services innovation, par exemple.
Donc du coup, les manufactures comme les nôtres, en fait, c'est visible. Et donc au même endroit, ils ont 50 à 70 savoir-faire, entre 70 et 100 résidents. Donc ils découvrent tout. Donc c'est en voyant la multitude des savoir-faire, les projets qui mobilisent plusieurs savoir-faire différents, qui comprennent en fait que c'est possible. Je trouve ça trop cool. T'avais des choses à rajouter ou pas? Sur le modèle économique, Ouais, oui. peut-être ce qu'on pourrait dire, en fait, c'est que en fait, ce que nous, on s'est aperçu aussi, c'est que en fait, les artisans veulent se simplifier la vie pour créer et vivre de leur activité, quoi. En vivre, et en vivre le mieux possible. Ils veulent pas devenir milliardaires, mais ils veulent vivre le mieux possible de leur artisanat d'art. Donc du coup, ils ont besoin de se simplifier la vie sur plein de choses, et ils n'ont pas envie de gérer des lieux collectifs. C'est-à-dire que nous, les artisans qui viennent chez nous, c'est pas pour gérer, ils participent un peu à l'activité. Mais donc du coup, nous, on a dû inventer des métiers, en fait. On a dû créer un staff. Aujourd'hui, le mec ici, c'est 21 personnes, hein, 21 personnes, pardon, équivalent temps plein en CDI, on va dire, qui travaillent et qui gèrent et qui animent cet écosystème. Donc en fait, ce qui fait que, ce qu'on dit souvent, nous, c'est une ancienne résidente d'ici, Montreuil, qui disait ça, que ici Montreuil, en fait, on est tous indépendants, mais tous interdépendants les uns des autres. Donc du coup, ce qu'on dit régulièrement, c'est que nos résidents ont la chance de nous avoir, parce que c'est nous qui avons imaginé ces manufactures, qui les gérons, Christine et moi, avec le staff de mecs ici. Mais on leur dit, mais c'est 50-50, parce que on a la chance de vous avoir, parce qu'en fait, on se développerait pas si les artisans n'étaient pas ici Montreuil, quoi. Ou ici Marseille, ou ailleurs. Donc en fait, c'est de l'entraide entre le staff et eux. On va dire qu'aujourd'hui, on a la chance, nous, d'avoir des financeurs qui nous soutiennent et qui permettent le développement. Mais ce développement, il se fait parce qu'il y a les artisans. Donc on essaye que, quand on génère des fonds, qu'on lève des fonds, que ça amène plus de services à nos résidents et plus de confort. C'est-à-dire que, effectivement, nos résidents ne font pas partie de la structure. Et nous, en fait, Mec ici, c'est une société, hein, c'est une SAS, mais qui est agréée ESUS. Donc, en fait, qui est dans l'économie sociale et solidaire, mais qui a pour objet, en fait, d'avoir un impact positif à la fois sur des populations en difficulté, mais sur une filière, pardon, donc l'artisanat d'art, on va dire, et aussi sur l'environnement, parce que on est circuit court, on est fabriqué ici, on est faire ici, faire ensemble, retraitement des déchets. Voilà, on a envie de minimiser les déchets et de limiter l'empreinte carbone de nos lieux et de nos communautés. Oui, j'imagine que les déchets de certains sont la matière première de d'autres en plus. Ouais. Donc, ce qui fait que même si on est une société qui a une vocation à être viable et à être lucrative, la lucrativité est très limitée, parce que quand on est agréé ESUS, on a obligation de réinvestir au moins 57% dans l'activité. ESUS, ça veut dire quoi? Entreprise sociale, entreprise solidaire d'utilité sociale. Hmm. En fait, quand une entreprise qui est agréée ESUS, au moins la moitié de ses ressources, à la fois ses bénéfices, mais ses ressources humaines, doivent être dirigées vers des activités qui ont un impact positif sur l'environnement ou sur des populations en difficulté. Donc nous, c'est principalement dû via notre activité de formation, où on aide beaucoup des demandeurs d'emploi, voire des décrocheurs ou des réfugiés et d'autres, à retrouver une autonomie, à retrouver un métier, dans les métiers d'art, dans l'artisanat. C'est des projets comme le vôtre avec Christine qui permettent de redorer le blason de l'artisanat et qui, comme tu l'expliquais, montrent que il y a des tas de choses qu'on peut faire par nos artisans, notamment Airbus Hélicoptère qui fait des prototypes. Je trouve ça tellement cool. Enfin, même moi, j'aurais jamais pensé en fait. Même nous, hein, on l'imaginait pas non plus. Oui. Après, il y a un autre truc qui est peut-être intéressant, c'est que quelque chose qu'on n'avait pas du tout, mais alors pas du tout vu venir, que autant de villes et de promoteurs immobiliers nous contactent pour en ouvrir ailleurs. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ville en France qui ne veut pas ouvrir une manufacture.
toutes les villes de France et même à la campagne en veulent. C'est-à-dire que veulent des lieux pour artisans et pour aider des artisans à se lancer ou à se relancer à cause de la crise là. Et en fait, pour ça, généralement, elles se disent, voilà, on va réaménager un quartier. Pour réaménager ce quartier, on va le confier à un promoteur. Souvent, ça se passe comme ça. Mais par contre, on va imposer au promoteur des choses et on va imposer au promoteur de réhabiliter une ancienne usine ou un ancien entrepôt pour que dedans, il y ait des artisans dedans. Donc en fait, les promoteurs se retrouvent devant une problématique, c'est que c'est pas à eux de gérer ce type de lieu, donc ils doivent trouver des sociétés capables ou des structures capables d'exploiter des manufactures. Donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, nous, à en ouvrir d'autres. Parce qu'une ville a envie d'un ici Marseille, d'un ici Nantes, par exemple, ou bientôt on va ouvrir à Paris, on va ouvrir dans le Morvan, là, on va ouvrir à Lille, à Tours, veulent. Et donc nous, on passe des partenariats avec les villes, mais avec des promoteurs en fait qui sont assez intéressants parce qu'en fait le promoteur qui réaménage un quartier, en fait, il maîtrise les lots d'aménagement, de menuiserie, de serrurerie, de mobilier, de signalétique. On lui impose de nous sous-traiter à nous et à nos résidents en fait une partie de l'aménagement du quartier, ce qui fait qu'ils apportent un chiffre d'affaires aux résidents qui s'installent dans nos sites. Ça fait l'économie circulaire, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que alors en fait, on ne prend pas tout, on ne prend que des lots qui sont intéressants pour les artisans, hein. C'est-à-dire que voilà, des lots c'est plutôt des pièces sur mesure, qui ont de la valeur. Dans l'aménagement de quartier, il y a plein de choses que les artisans n'ont pas envie de prendre en compte, pas envie de faire, hein. Donc en fait, une ville, un promoteur, quand on passe des accords avec eux, on recrée une filière de production locale en fait. Un quartier est réaménagé et les artisans sont au cœur du réaménagement du quartier, participent au réaménagement du quartier. Donc ça devient ce qu'on pourrait appeler un quartier productif, ou je sais pas comment. Économie circulaire, circuit court, fabriqué local. Il y a des critères de sélection des villes, des lieux. Ah oui, alors le fait d'être sollicité, on a dû se créer une grille de critères pour pouvoir sélectionner les projets, quoi, les projets. Donc forcément, nous, on préfère aller dans des quartiers qui ont besoin où la création d'emplois est primordiale. Donc c'est plutôt les quartiers en périphérie, plutôt les quartiers est, les anciens quartiers populaires. On va pas aller en plein centre-ville. Voilà, nous on crée une activité où il y a besoin d'emploi. C'est-à-dire qu'à Marseille, on s'est installé dans les quartiers nord, par exemple, dans le sud des quartiers nord. D'accord. Deuxième critère, il faut que le lieu soit un lieu à réhabiliter, pas un lieu en construction. Parce que, en fait, on pollue plus en reconstruisant qu'en réhabilitant. Donc on préfère des locaux qui sont à réhabiliter, qui ont du cachet. Troisième, faut que la surface nous convienne. Et après, c'est l'accord avec le promoteur, on va dire. On veut arriver à un accord de partenariat avec le promoteur, comme je l'ai décrit avant. Puis après, il y a des villes qui nous inspirent plus que d'autres, quoi. Mais voilà, après, c'est des rencontres aussi, hein. C'est des rencontres, parce que dans le monde de l'immobilier, et de la promotion et de la construction est quand même un monde assez particulier. Il y a de tout. Voilà, c'est un monde assez difficile, hein, voilà, donc on s'entend pas avec tout le monde, on va dire. Donc j'allais poser la question des futurs projets pour Make Ici, mais je crois que c'est assez clair, non? Ouvrir de nouveaux lieux? Bah, il y a deux types en fait de projets. Il y a ouvrir d'autres manufactures. Donc en 2021, on va ouvrir à Paris, dans le 18e, rue Ordener. On va aussi ouvrir au cœur du Morvan, dans un village en fait, de 1500 habitants. Trop bien. Et on va ouvrir à Ouascal, donc entre Lille et Roubaix, et à Tours. Quand je dis ouvrir, à chaque fois, en fait, nous, les activités qu'on veut commencer, parce qu'on met 2 ans en fait à s'installer complètement dans un site. On commence par aménager 500 mètres carrés, puis on aménage petit à petit. Donc il y a premier développement, c'est en ouvrir d'autres. On ne veut pas en ouvrir 200 non plus, hein. On se dit on sera content avec une dizaine, parce que ça nous permettra en fait d'atteindre un niveau en fait qui permettra d'avoir suffisamment de création d'artisans en fait, parce que la plupart de nos artisans en fait, ils veulent pas vivre de sous-traitance d'archi pour faire de l'aménagement intérieur. En fait, ils voudraient vivre de leur collection en fait, de leur création. Sauf que il y a besoin d'avoir un réseau de distribution. Aujourd'hui, quand tu veux acheter du mobilier design, par exemple, si on prend l'exemple du mobilier, eh ben, en fonction de ce que tu veux acheter du low cost et qui respecte aucune valeur de la planète, bah, tu vas chez Ikea, par exemple.
Ou si tu veux acheter du design, industriel, mais un peu haut de gamme et bah, là, tu as Roche-Beaubois, tu as Habitat, par exemple. Donc trouver du design industriel, c'est pas compliqué, quoi. Du mobilier à design industriel, c'est pas compliqué. Tu cherches du design du mobilier vintage, tu trouves, il y a des sites, il y a les puces. Mais si tu cherches du mobilier artisanal contemporain, en pièces uniques ou en petites séries, C'est un enfer. c'est un enfer, hein. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, en fait, un de nos objectifs, c'est d'arriver à trouver avec un partenaire, en fait, à la fois de créer des concept stores et un système de vente par internet au cœur des villes et des villes de France, mais à l'étranger aussi. Et en fait, dans ces concept stores, il y aurait pas des séries. Il y aurait, voilà, on prendrait dans le stock des résidents actuels et on vendrait, et certaines pièces, elles seraient en 3 exemplaires et d'autres seraient en un seul exemplaire. Ok. Voilà ce qu'on veut, nous. Donc, on ne saura jamais le faire tout seul, ce resto de distribution, donc on s'associe, ça- Ça sur des, saucirait. ouais, voilà, je sais pas comment on dit, j'arrive pas là. Et avec ceux qui savent le faire, mais aujourd'hui, il y a un besoin parce que régulièrement, des gens viennent visiter ou viennent pour des rendez-vous dans nos manufactures et ils découvrent certaines pièces et ils en achètent. Donc on sait qu'il y a un besoin, on sait qu'il y a du potentiel. Mais pour ça, en fait, il faut avoir un stock suffisant de pièces, en fait. Voilà. Donc il faut une communauté de plus ou moins 1000 résidents, on va dire ça comme ça. Donc une dizaine de sites. Et avec ça, on pourra. Et ce qui fait on bouclera la boucle, c'est-à-dire qu'on pourra, avec nos manufactures, on pourra imaginer se reconvertir dans ces métiers-là et aller jusqu'à vendre ses premières créations. Je suis complètement emballée. Alors c'est pas simple, hein, parce que le modèle économique derrière ça et les loyers, fonds de commerce de ce type de boutique ou les endroits où il faut qu'on mette, voilà. Mais nous, on pense on peut vendre par internet, mais il faut aussi du physique. L'artisanat par internet, on achète à une personne en fait quand on achète à un artisan. Si tu te crées une communauté d'acheteurs, on va dire potentiels, un club, une espèce de club, sous la forme d'un club où tu as 2000 ou 3000 clients potentiels et pas plus, qui connaissent les manufactures ou qui sont déjà venus. Après, comme ils connaissent, ils pourront acheter par internet parce qu'ils sont déjà venus et ils ont rencontré des artisans et ils voient ce qui est créé. Ceux qui connaissent pas, effectivement, tu vas pas acheter une table à 1 500 €, je pense, artisanale sur internet. Je suis un peu comme toi, quoi. Je pense que c'est plus compliqué, quoi. C'est pour ça que je pense que tu as, à mon humble avis, tu as la bonne approche. C'est que le click and collect, juste le site internet pour artisans, ça ne fonctionne pas. En revanche, si tu es un site internet et que tu peux te déplacer pour aller voir la pièce, là, ça va fonctionner. Ouais, ce qui fonctionne pour les artisans sur internet, en fait, c'est l'apport d'affaires. Ouais. C'est des archis qui trouvent par exemple, des archis qui trouvent des artisans via certaines plateformes comme Hopfab, par exemple. Ou alors Weekendo qui apporte à des clients pour des ateliers d'initiation ou des ateliers créatifs pour des artisans. Donc c'est de l'apport d'affaires qui n'est pas de la vente de création, quoi. Effectivement. Oui. On a besoin de se projeter dans l'espace et acheter. Alors, un meuble, c'est encore plus compliqué, mais même un objet de décoration, la couleur va jamais ressortir la même. On est désensibilisé complètement au prix en plus. Oui, puis si c'est une pièce, si c'est réalisé par un artisan, en fait, il y a la matière, effectivement. Il y a Oui, la couleur, la matière. on a besoin de toucher, on a besoin de voir. Ressentir. Ouais. Ouais. Donc, je pense que ouais, si vous arrivez à faire le concept de ce qu'on appelle le click and mortar, ça veut dire bah, tu es à la fois sur site et à la fois en physique. C'est le meilleur des combos. Ouais. Après, c'est une histoire comment dire, de communauté. C'est-à-dire que nous, si on crée, imaginons, si on arrive à créer 5 points de vente, bah, du coup, on n'a pas besoin d'avoir des millions d'acheteurs, on a besoin d'avoir quelques centaines. Oui. Et donc, cette centaine, il faut En fait, c'est une communauté, et c'est cette communauté qu'on travaille, il faut du parrainage. Donc, dans d'autres secteurs, ça marche. Pour y arriver, c'est qu'il faut cette communauté se sente les seuls, voilà, les seuls qui peuvent acheter ou bénéficier de ces créations-là. Ça existe, voilà, voilà, nous, c'est pas des millions qu'on a besoin de vendre, donc je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable.
Bah, de toute façon, on a besoin d'y arriver parce que nos résidents en ont besoin. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Bah, tout ça, c'est beaucoup de positif. Franchement, félicitations à Christine et toi pour ce projet. Bah, merci. Ben, merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode hors série vous a intéressé. Je trouve le projet de Nicolas et Christine en parfaite adéquation avec les besoins de l'artisanat d'aujourd'hui. C'est un honneur d'avoir pu vous le présenter. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. À bientôt avec une nouvelle histoire.